présentation des slides et des recommandations, et ensuite un temps pour les questions-réponses. Alors, les infections respiratoires aiguës, donc, elles sont dues à différents virus respiratoires, avec le VRS, donc le virus respiratoire syncytial, qui est le principal virus responsable de la bronchiolite. Il y en a d'autres, mais qui sont minoritaires. Vraiment, le principal virus responsable de la bronchiolite, c'est le VRS. Ensuite, on a le virus influenza, qui est responsable de la grippe, le SARS-CoV-2, qui est responsable de la COVID-19. Donc, ce sont des virus qui sont à l'origine d'épidémies récurrentes. Donc, les virus grippaux et le VRS, ça suit une circulation saisonnière, avec des épidémies en général chaque année entre octobre et mars, alors que le SARS-CoV-2, qui est donc le virus responsable de la COVID-19, pour l'instant, il ne semble pas avoir une saisonnalité plus marquée qu'une autre. On a des vagues que l'on observe tout au long de l'année. Et donc, si on a en même temps la circulation de ces différents virus, ça peut constituer un enjeu pour notre système de santé qui est soumis à une tension. Alors, attendez, voilà. Pourquoi ça ne marche plus? Ensuite, alors, il y a un dispositif de surveillance qui est réalisé par Santé publique France. Donc, Santé publique France réalise un suivi en continu de l'épidémiologie des infections respiratoires aiguës en France, dans toute la population française. Et pendant les périodes de circulation plus intenses, donc là, on est vraiment là dans cette période-là, entre octobre et mars, on a des données hebdomadaires avec un bulletin des infections respiratoires aiguës que vous pouvez consulter sur le site de Santé publique France. Et toutes les semaines, vous avez un point. Alors, le point le plus développé actuellement, c'est la semaine 52. Donc, c'était la dernière semaine de l'année 2025, avec une publication au 31 décembre 2025. Et on voit que donc, on est vraiment en période épidémique pour la grippe, les syndromes grippaux et la bronchiolite. Donc, vraiment, on est en rouge. Et par contre, la COVID-19, là, voilà, on a un niveau qui est vraiment faible. Donc, la dernière semaine de l'année en 2025, la dynamique de l'épidémie de grippe semblait ralentir en France hexagonale, alors qu'en Corse, vraiment, on flambait et ça augmentait très fortement. Petit point important, quand même, on voyait qu'on avait une activité qui dépassait l'activité au même moment pour l'année dernière. Alors, pour l'activité bronchiolite, donc qui touche plus particulièrement les nourrissons de moins de 1 an, là aussi, en Corse, on était en augmentation et on est passé en phase épidémique, donc lors de la dernière semaine de l'année 2025. Donc, on était en niveau, et vous allez voir qu'on a quelques données pour la première semaine, on était vraiment au niveau très élevé. La dernière semaine de l'année 2025. Bon, voilà, Covid-19, pas grand-chose à dire, on voit, hein, on est vraiment au niveau très bas. Et donc, les premiers éléments qui sont sortis pour cette semaine, mais je n'ai pas quelque chose d'aussi, je n'ai pas de carte, tout ça. Donc, on voit que la première semaine de l'année 2026, on est en 4e semaine d'épidémie, donc pour la grippe, on est la bronchiolite en 2e semaine d'épidémie, et on est encore dans un niveau très élevé, au niveau de l'activité des infections respiratoires aiguës basses. Alors, la prévention des infections respiratoires aiguës. Donc, c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement. Comment faire donc face à ces infections? Alors, ces 3 virus, donc vraiment les virus respiratoires, ils ont des grandes similitudes au niveau de leur mode de transmission, de leur présentation clinique et des personnes à risque de forme grave. Donc, on va voir les modes de transmission. Donc, pour ces 3 virus, même mode de transmission. Présentation clinique, on le sait, je veux dire, comment on ne peut pas voir à l'œil nu si on a une grippe ou une Covid.
Et les personnes à risque, donc quelles sont-elles pour ces 3 virus? On va avoir les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, donc qui ne peuvent pas faire face, aux infections, les femmes enceintes et les personnes avec des comorbidités. Donc c'est souvent des patients qui ont des pathologies chroniques. Donc là, vraiment pour les 3 virus, les personnes de plus de 65 ans, les patients immunodéprimés, les femmes enceintes et les patients avec des pathologies chroniques, c'est vraiment les personnes les plus fragiles. Et pour la bronchiolite, bien sûr, on ajoute les enfants de moins de 1 an. Alors, ils font l'objet des mêmes mesures de prévention. Donc, on a les gestes barrières qui sont vraiment essentiels en période d'épidémie communautaire pour les virus respiratoires. Et d'autre part, pour prévenir les formes graves, là vraiment, j'insiste, la vaccination. Donc, vraiment, ça, c'est également un point essentiel pour la prévention des formes graves. Alors, nouveau guide de recommandation, octobre 2024. Donc, c'est vraiment un guide qui est récent, puisqu'il date d'octobre 2024 et qu'il abroge les recommandations de 2013, air ou gouttelette. Donc, c'est un guide récent, c'est un gros document, il fait 175 pages et on a près de 600 références bibliographiques analysées. Donc, vraiment, il y a un gros travail qui a été réalisé. On a 34 recommandations avec 11 recommandations sur la ventilation des locaux. C'est vraiment un point très important dans le guide. 4 recommandations sur les masques et 19 recommandations vraiment sur les précautions complémentaires respiratoires. Donc 7 très générales, 3 sur la tuberculose, une sur les BMR, 7 qui sont spécifiques aux périodes épidémiques et une recommandation sur la vaccination et l'immunoprophylaxie. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu les points qui ne sont pas faciles dans ce guide. Donc, la distinction air-gouttelette. On a toujours connu cette distinction air-gouttelette et c'est vraiment ce qui nous guidait jusque-là. Nos précautions étaient basées là-dessus. Et en fait, lors de la pandémie de Covid-19, on s'est aperçu, enfin les experts se sont aperçus que cette distinction, qui était vraiment, enfin c'était presque en opposition, c'était une dichotomie air ou gouttelette, elle était trop imparfaite sur le plan scientifique. Donc quand on a une activité donc respiratoire, donc la parole, la toux, l'éternuement, on va émettre des particules respiratoires. Donc, il y a différentes tailles, il y a toutes les tailles. Donc, on part du tout petit, du sous-micronique, jusqu'à une centaine de microns. Et quand on a même une expectoration, on peut avoir des particules respiratoires qui font plusieurs centimètres. Et en fait, on va voir sur la diapo après, vous allez voir sous forme de schéma, c'est plus parlant. Toutes ces particules, donc ce continuum de taille, c'est-à-dire cette différence, cette continuité dans la taille des particules, elles forment un nuage turbulent. Voilà. Donc là, en haut, ce sont les vieux travaux de M. Wells, donc 1934-1955. C'est vraiment ce que l'on pensait avant être la réalité. Donc on voit des petites particules rouges et puis des grosses gouttelettes bleu. Et donc, pour nous, il y avait une portée qui était minimale avec les grosses gouttelettes qui tombaient au pied du patient contaminé et puis les petites gouttelettes rouges qui, quand même, elles, restaient dans l'air. Et en fait, madame Lydia Bourou-Iba, donc c'est la figure de gauche, du bas, je veux dire, c'est une physicienne et elle a fait beaucoup de travaux, donc justement sur les particules respiratoires et sur leur émission et leur évolution. Et donc, on voit que finalement, eh ben, on a ce nuage turbulent, donc vous voyez ce gros nuage qui augmente la portée de toutes les particules. En fait, toutes les particules sont dans ce nuage et on a donc ce nuage augmente la portée des particules, les plus fines comme les plus grosses. Toutes les particules sont emportées par ce nuage. Donc, voilà les travaux et c'est pour ça que on ne parle plus de air ou de gouttelette parce qu'on s'est aperçu voilà, que c'était des notions qui étaient trop simplistes. Et puis, autre élément nouveau, c'est en fait, quand on veut parler de la prévention de la transmission respiratoire,
Il n'y a pas que la notion de particules, air ou gouttelettes. Il y a d'autres facteurs qui interviennent dans le risque de transmission respiratoire. Donc, en fait, il y a déjà l'agent pathogène. Voilà, l'agent pathogène lui-même, il intervient. La personne infectée. Donc, par exemple, cette personne, à quel stade de son infection est-elle? Est-ce qu'elle est contagieuse? Est-ce qu'elle a des symptômes comme une toux, comme des crachats? Et là, du coup, forcément, on augmente le risque de transmission. Quelle est sa charge microbienne? Voilà, donc tout ça, c'est des éléments importants. Et puis, il y a la personne exposée aussi. La personne exposée est-elle immunodéprimée? Et si elle est immunodéprimée, forcément, elle est plus fragile. Est-ce qu'elle est immunisée individuellement? Par exemple, a-t-elle été vaccinée? Donc voilà, donc ça, c'est des notions aussi qui existent et qui sont importantes. La nature de l'exposition, donc là, c'est par exemple, est-ce qu'on va être proche de la personne infectée ou à distance? Et la durée de l'exposition, par exemple, si on reste peu de temps au contact de la personne infectée ou si on reste un temps très long, très proche et très long auprès de la personne. Et donc, forcément, ça augmente. Si on reste longtemps et qu'on est très proche de la personne infectée, forcément, on augmente le risque l'exposition et le risque d'être infecté. Et puis aussi, dans la nature de l'exposition, il y a bien sûr les procédures qui génèrent des aérosols qu'on appelle les PGA. Et donc, là aussi, on sait que ça favorise la transmission. Et un point donc très important dans les nouvelles recommandations, c'est la conformité de la ventilation. Donc, c'est vraiment très développé. On l'a vu, il y a 11 recommandations sur la conformité de la ventilation. Donc, on voit que quand on veut prendre en compte tous les facteurs dans la prévention de la transmission respiratoire, c'est très complexe. Alors, pour simplifier ça, donc, il y a une analyse de risque qui va être réalisée à l'aide d'une matrice d'évaluation que je vous montrerai plus tard pour pouvoir voir dans quelle situation on se situe, où est-ce qu'on se situe et quelles mesures il faut utiliser quelles mesures adaptées il faut mettre en place pour lutter contre ce risque. Donc, il y a 3 niveaux de précautions complémentaires qui sont définis dans les nouvelles recommandations. Donc, précaution respiratoire simple, précaution respiratoire renforcée et précaution respiratoire maximale. Alors, les pathogènes, ils sont classés dans 3 niveaux. Donc, dans tout le document, vous verrez les micro-organismes sont classés dans 3 groupes de criticité. Donc, A, une criticité qui est de niveau faible, alors que C, on est très élevé. Et comment on a défini cette criticité? On s'est basé on a combiné 3 paramètres. La biopersistance. Qu'est-ce que c'est la biopersistance? C'est la persistance de l'infectiosité dans l'environnement. Donc, si on est A, on persiste peu dans l'environnement. Si on est C, on persiste longtemps. L'infectiosité persiste longtemps. Après, on a la transmissibilité d'une pathologie. Si on est A, on est faiblement transmissible, alors que C, on est fortement transmissible. Et ça, les experts se sont basés sur les données épidémiologiques. Autre critère, la dangerosité et ou la gravité de l'infection. Donc, quand on est A, on est faiblement dangereux, on a une pathologie qui est peu grave, et C, par contre, on a vraiment une forte dangerosité et on a une pathologie qui est très grave. Alors, comment on a défini la gravité, la dangerosité? Donc, déjà sur le type de pathologie que ça engendre, et puis les conséquences en termes de mortalité, de séquelles. Est-ce qu'il existe un traitement ou pas? Donc là, c'est sûr que s'il y a un traitement, ce n'est pas pareil que si on n'a pas de traitement. Est-ce qu'on a un vaccin? Pareil. Et aussi les conséquences sociales éventuelles quand on a contracté la maladie. Et puis à part, on a le REB, donc le risque épidémique biologique et les risques exceptionnels. Donc là, c'est vraiment des recommandations spécifiques et il n'y a pas de matrice d'évaluation du risque, ça on verra après. Voilà. Donc sur la base de ces 3 critères, donc les experts ont défini 3 groupes de criticité de pathogènes, donc avec le A qui est le niveau faible, B qui est moyen et C qui est élevé.
Donc nous, les virus qu'on regarde aujourd'hui, donc le virus de la grippe, le VRS et le SARS-CoV-2, on est dans une catégorie A, donc la plus basse. Pour vous donner des exemples, dans la catégorie B, vous avez le Mycobacterium tuberculosis, donc l'agent de la tuberculose sensible, et puis le virus de la rougeole. Dans la catégorie C, on a l'agent de la tuberculose, mais XDR, donc Mycobacterium tuberculosis XDR. Alors, qu'est-ce que ça veut dire XDR? Ça veut dire extrêmement résistant aux médicaments, donc Extensively Drug Resistant, donc XDR. Voilà, et donc lui, il est dans la catégorie C. Et puis, enfin, un peu à part, donc c'est vraiment des recommandations spécifiques, on a le REB, donc avec les agents infectieux émergents et ou inconnus. Et puis, par exemple, l'agent de la peste, donc Yersinia pestis. Alors, les modes de contamination, on les connaît. Donc, pour ces 3 virus, le VRS, l'influenza et le SARS-CoV-2, donc on a la transmission par contact direct avec une personne infectée par voie aérienne. Donc, c'est la salive, les éternuements, la toux. Et les portes d'entrée, ça va être les muqueuses des voies respiratoires. Donc, ça, on le sait, souvent le nez, la bouche, le pharynx, mais aussi, on a la muqueuse oculaire. Et puis, il y a une transmission indirecte par contact, donc manuporté sur des objets souillés. Donc, par exemple, pour le VRS qui concerne les tout petits, les tétines, les doudous, les jouets. Et puis, pour tout le monde, on a les poignées de porte, dans l'ascenseur, les interrupteurs. Voilà. Et donc là, il y a un schéma qui a été fait toujours par l'équipe de Lydia Bourrouiba, où on voit donc le champ proche avec une exposition par inhalation de particules du nuage turbulent qui est concentré. Là, le patient et la personne infectée et la personne qui lui dit bonjour, qui lui serre la main, donc qui est vraiment très proche. Donc, cette personne inhale les parties du nuage turbulent qui sont concentrées en particules respiratoires infectieuses. Et puis aussi, on a les impacts directs, donc c'est les petits traits bleus, vraiment les impacts directs sur les muqueuses. Et puis, en champ lointain, donc, on va encore une fois inhaler des parties du nuage turbulent, mais là, c'est vraiment plus dilué en particules respiratoires infectieuses. Et puis aussi, on a le manuportage, donc on voit les particules qui se déposent et donc, via les mains, on peut se contaminer. Alors, les experts indiquent qu'il y a quand même encore de nombreuses incertitudes concernant les pathogènes. Par exemple, comment évolue le pathogène au sein des particules respiratoires infectieuses? Est-ce qu'il reste infectieux ou pas? Donc, il y a vraiment encore des questions il y a encore des incertitudes qui persistent et il y a encore de nombreuses recherches qui sont en cours pour pouvoir apporter donc des nouvelles connaissances dans les années à venir. Et donc, voilà, on est encore en train de chercher. Alors, là, je vous ai remis les gestes barrières qu'on voit dans les messages destinés au grand public. C'est pour essayer de faire une sorte de fil conducteur parce que j'ai conscience que c'est vraiment des recommandations qui sont… le guide est quand même assez lourd. Donc voilà, pour essayer de ne pas trop vous perdre, j'ai repris les messages, les gestes barrières donc destinés au grand public pour faire un lien avec les recommandations de ce guide. Donc, les gestes barrières, on le dit tout le temps, c'est aérer et ventiler régulièrement les locaux et son habitation. Donc ça, nous, on nous parle de ventilation de nos locaux aussi. Donc, c'est la même chose à la maison et puis dans les établissements de soins. Il faut aérer, il faut ventiler. Porter un masque. Donc, nous aussi, on est confrontés au port de masque dans les établissements de santé, les ESMS et les ES. Et puis, se laver les mains régulièrement avec nos précautions standards. Alors, donc le guide, pour reprendre donc les recommandations du guide, donc R1 à R11, donc je le disais tout à l'heure, 11 recommandations sur la ventilation. Donc, ce sont les premières recommandations. En sachant que la R1, c'est un point sur lequel donc vraiment ont beaucoup insisté tout au long du guide les auteurs, c'est l'importance d'avoir idéalement des chambres individuelles pour
tous les patients et résidents, quel que soit leur statut infectieux. Donc, voilà, et notamment quand, on construit un établissement, il faut privilégier les chambres individuelles. Il est effectivement plus compliqué de prévenir une transmission respiratoire ou contact dans une chambre double. Voilà, donc c'est vraiment un point qui est récurrent tout au long du guide. Voilà, donc la recommandation 1, c'est vraiment la chambre individuelle, et puis après, on a les 10 autres recommandations qui concernent la ventilation, la ventilation. Alors, la ventilation, on parle de mesures de prévention collective parce qu'en fait, elle concerne l'ensemble des individus qui sont à proximité de l'individu contagieux. Et par opposition, on a la prévention individuelle, par exemple comme le masque, qui, elle, ne vise que la personne qui le porte. Voilà, donc c'est vraiment une mesure, c'est collectif, c'est pour tout le monde, tous les gens qui sont… ça va permettre de protéger l'ensemble des personnes qui se situent à proximité de l'individu contagieux. Alors, bien sûr, la ventilation, ça occupe une place importante lorsqu'on parle d'un risque respiratoire, un risque qui porte sur des particules respiratoires infectieuses. Voilà, donc la ventilation dans ce risque de transmission, il est bien sûr très important. Alors, le guide comporte un rappel des prérequis techniques et réglementaires de ventilation des locaux, donc de tous les établissements de soins qui prennent en charge donc des patients, des résidents, quel que soit leur statut infectieux. Donc, il existe des obligations réglementaires qui concernent la ventilation des locaux et notamment le Code du travail. Donc ça, c'est pas récent, hein, le Code du travail, voilà. Donc, il y a des obligations réglementaires. L'établissement a des obligations réglementaires concernant la ventilation des locaux via le Code du travail. Et donc, on nous rappelle dans le guide les débits minimums d'apport d'air neuf à respecter par personne. Et donc, la ventilation doit être conforme à ce Code du travail. Donc, c'est la recommandation R5. On verra que c'est vraiment une recommandation pivot dans ce guide. Et donc, les débits doivent permettre d'obtenir un taux de CO2 dans un local occupé strictement inférieur à 1300 ppm. Donc ça, c'est réglementaire. Donc là, la R1, je parlais donc de la R1 avec les chambres individuelles et voilà, notamment lors de la construction. C'est sûr que bon, après des fois, les établissements qui ne sont pas neufs, c'était pas toujours le cas. Alors, il est fortement recommandé que tous les locaux occupés donc, de l'établissement possèdent une ventilation mécanique, c'est-à-dire un apport d'air neuf et puis une extraction. Et puis, en plus donc, de cette ventilation mécanique, il est fortement recommandé que l'on dispose d'une aération naturelle avec la possibilité d'ouvrir les fenêtres. Alors, bien sûr, tout ça, c'est dans le respect de la sécurité et c'est bien sûr pas pour les zones à environnement contrôlé. Voilà, la sécurité, c'est le risque de défenestration, hein, donc il faut que ce soit compatible avec le risque concernant la sécurité du patient. Donc, si on a un patient dont on sait qu'il a des tendances suicidaires, c'est sûr qu'on ne va pas lui laisser la fenêtre ouverte au 3e étage. Mais voilà, donc, il est fortement recommandé de pouvoir bénéficier d'une aération naturelle avec ouverture des fenêtres, notamment, par exemple, en cas de panne de la ventilation mécanique, on peut quand même aérer les locaux. Alors, qui s'occupe de la ventilation? C'est les services techniques. Hein. Je veux dire, ce n'est pas nous qui allons partir avec nos petits débitmètres dans la poche. Donc, il faut vraiment se rapprocher de vos services techniques. Et donc, ils vont vérifier les paramètres de ventilation des locaux et ils doivent s'assurer que la ventilation est efficace. Et puis, cette ventilation, elle doit bénéficier d'une maintenance préventive annuelle et ça doit être tracé. Voilà, donc la ventilation doit fonctionner, elle doit être efficace et elle doit être maintenue dans le temps efficace. Donc, il faut une maintenance préventive chaque année et puis il faut tracer le fait que l'on a vérifié
que la ventilation fonctionne. Et puis bon, bah, si, on s'aperçoit que les taux de ventilation ne sont pas conformes, on doit être, capable de mettre en place des mesures correctives, donc soit des travaux, soit par exemple un changement de destination d'un local. Le local n'a aucune, aération, on a un patient, qui a besoin, qui a besoin que l'air soit filtré, bah, forcément on ne peut pas le mettre là. Donc il y a des chambres qui peuvent être transformées en locaux, de stockage, par exemple, si, la ventilation est vraiment trop, enfin, n'est vraiment pas conforme. Et puis, on peut en mettre en place des jauges. Donc c'est un taux de personnes maximal dans une pièce, voilà, qui permet quand même d'avoir une ventilation conforme aux recommandations. On s'aperçoit que, bah, au-delà de 6 personnes dans cette pièce, on peut pas, on n'est plus conforme, donc on met une jauge. Voilà, cette pièce ne peut pas, contenir plus de 6 personnes. Donc voilà, donc si la ventilation d'un établissement ou d'un service n'est pas conforme, il faut être capable de mettre en place des mesures correctives et ça doit être tracé dans un carnet sanitaire. Donc on avait cette notion de carnet sanitaire pour les réseaux d'eau chaude sanitaire, enfin voilà, donc où on doit tracer chaque fois qu'il y a des travaux pour qu'on puisse suivre, l'évolution, donc ce qui est fait. Donc on a le point de départ, donc ventilation, non conforme et puis des travaux ont été apportés. Voilà et donc il faut tracer tout ça pour avoir l'historique. Et puis alors je pense que je suis passée un peu vite, j'ai peut-être pas dû dire. Voilà, donc en fait, je reviens parce que c'est vrai que l'équipe des services techniques doit donc vérifier les paramètres de ventilation. Elle doit donc vérifier ces paramètres et s'assurer que la ventilation soit efficace. Et l'idéal, c'est d'établir une cartographie de la ventilation. Donc, on va dire, voilà, bah, ce service, la ventilation est bonne, ce service, la ventilation est moins bonne. Voilà. Donc, on fait une cartographie de la ventilation de l'établissement. Si on apporte des mesures donc correctives, on les trace. Et puis, cette cartographie, elle va permettre de prioriser les travaux en fonction du niveau de risque pour les patients. Par exemple, on a des locaux qui hébergent des patients ou des résidents immunodéprimés. Forcément, les travaux dans ce service sont prioritaires. Voilà, donc on fait notre cartographie donc, de la ventilation dans l'établissement et ça nous permet de faire une priorisation des travaux à apporter. Alors, certaines fois, on peut avoir besoin d'un air renouvelé et filtré que l'on ne possède pas, donc on peut utiliser des appareils mobiles de traitement d'air. Et donc, dans le guide, on a tout un chapitre qui permet donc, qui donne des critères pour guider le choix dans la sélection de cet appareil et puis qui expose aussi les limites de ces dispositifs. Voilà, parce qu'il est fortement recommandé de réaliser une analyse de risque avant la mise en place de ce type d'appareil. Donc vraiment, si vous devez mettre en place un appareil mobile de traitement d'air, je vous invite à consulter le guide parce qu'il y a vraiment un document, un chapitre qui est vraiment sur ce sujet et on s'aperçoit que ce n'est pas si anodin que ça parce qu'il faut qu'il soit correctement positionné, il ne faut pas qu'il perturbe la ventilation qui est existante s'il y en a une. Voilà, donc il faut vraiment, c'est pas anodin de mettre un appareil mobile de traitement d'air, ça a un grand intérêt, mais voilà, donc lisez le guide et vous aurez les critères pour guider votre choix pour sélectionner l'appareil et puis vous verrez les limites de ce genre de dispositif. Donc là, on a vu, premier point, voilà, donc pour refaire le lien avec les gestes barrières, aérez vos locaux, aérez votre maison, et ben, ventilez vos locaux, vos établissements. Après, on parle des masques. Donc là aussi, donc de R12 à R15, donc on parle des masques et les prérequis sur les masques. Donc, on va parler donc bien sûr des masques à usage médical et puis aussi des APR, donc les appareils de protection respiratoire type FFP2. Alors, tous les masques que l'on a dans nos établissements doivent être normés et validés par les autorités sanitaires nationales. Et puis, il faut que les professionnels de la prévention du risque infectieux soient associés à la rédaction des cahiers des charges pour les appels d'offres et puis à la sélection de ces masques
parce que c'est vraiment important que les établissements proposent plusieurs modèles et plusieurs tailles pour les différents types de masques, parce que les masques doivent être bien ajustés au niveau du visage et ils doivent être confortables. Et si on a un bon ajustement au niveau du visage et que le masque est confortable, que le patient ou le soignant, hein, porte bien son masque et il est confortable dans ce masque, il va éviter de le toucher, il va éviter de l'enlever et puis on aura une augmentation de leur efficacité. Pour le bon ajustement au niveau du visage, je regardais une vidéo de la SF2H, non pas de la SF2H, je regardais une vidéo de l'INRS et c'est l'Institut national de recherche et de sécurité qui disait c'est comme les chaussures. Voilà, tout le monde ne peut pas mettre les mêmes chaussures, la même taille de chaussures. Voilà, donc il y a des morphologies de visage et donc il faut vraiment, tout le monde ne peut pas porter le même masque. Donc il faut avoir plusieurs modèles et plusieurs tailles pour les différents types de masques et des masques qui sont bien ajustés, des masques qui sont confortables. On va augmenter l'efficacité et vraiment le masque, c'est un élément essentiel dans la prévention de la transmission respiratoire. Alors, les professionnels doivent pouvoir réaliser des essais d'ajustement, donc ça s'appelle le fit test pour les APR de type FFP2. Alors ça, c'est réalisé par des prestataires. C'est réalisé, donc il y a une vidéo donc de la SF2H. Cette fois-ci, c'est vraiment la SF2H. Donc il y a une vidéo sur YouTube qui montre les tests qui sont réalisés et vous verrez qu'il faut un équipement assez perfectionné parce qu'il y a des tests qualitatifs et quantitatifs. Donc les tests quantitatifs, il y a un comptage de particules et le test qualitatif, c'est une histoire de goût et d'odeur. Donc, voilà. Mais il y a des prestataires qui permettent de faire donc des fit tests. Et donc, dans cette vidéo, vous voyez que les personnes donc, en charge de la prévention du risque infectieux de l'AP-HP donc, passent les uns après les autres et donc testent les masques. Voilà. Et puis, donc ça, c'est le fit test, c'est vraiment, on va dire, donc vraiment des tests avec des appareils spécifiques. Et puis aussi, donc les professionnels doivent être formés au fit check. Alors là, le fit check, c'est pas pareil, le fit check, c'est avant donc avant d'utiliser, enfin, avant d'utiliser son masque, l'utilisateur fait un contrôle de l'étanchéité de son masque FFP2 pour voir s'il le porte correctement. Donc là, c'est fit check. Et on doit former les professionnels à ce fit check. Donc, on connaît le contrôle d'étanchéité à pression négative. Donc, on met le masque, on obture la surface filtrante avec les mains, on inhale, on retient sa respiration et si l'étanchéité est bonne, le masque est plaqué légèrement sur le visage. Et donc ça, il faut former les gens, il faut former les professionnels. Et quand ils mettent leur masque APR de type FFP2, ils doivent faire ce fit check pour voir s'il est porté correctement. On doit aussi les former à la bonne utilisation des masques, le bon port, le bon retrait. Par exemple, il faut préciser aux messieurs qui ont une barbe, même dite de 3 jours, que ça diminue l'étanchéité du masque. Et puis, lors de la toux, lors de l'éternuement, quand on fait un effort physique, il peut y avoir des fuites. Voilà, donc il faut faire attention. Donc, quand on toux, quand on éternue, donc ça va créer des fuites. Et puis, parfois, il va falloir remplacer le masque. Alors, il y a beaucoup d'études expérimentales qui ont été réalisées au moment du Covid et ils ont montré que donc, les 2 types de masques diminuaient la quantité d'aérosols donc inhalés et la quantité d'aérosols émis par une personne infectée. Donc vraiment, ça diminue dans les deux sens. Vraiment, les 2 types de masques ont vraiment une efficacité dans les 2 sens et il y a bien sûr une supériorité des APR de type FFP2. Alors déjà parce que le matériau qui les compose filtre de façon plus efficace
Et ensuite, parce qu'il y a moins de fuite entre le masque et le visage, c'est plus collé au visage, enfin, il y a une étanchéité qui est supérieure. Donc voilà, donc les 2 types de masques permettent dans les 2 sens de diminuer, la contamination et puis il y a quand même une supériorité des APR de type FFP2. Donc ça, c'est les études expérimentales. Dans les études épidémiologiques qui ont été réalisées, là par contre, on ne voit pas de supériorité des masques FFP2 par rapport aux masques à usage médical. Alors pourquoi? Bah déjà, les données sont de faible niveau de preuve et puis les études réalisées présentent de nouveaux biais. Et on sait que le port du masque FFP2, donc quand on porte un masque FFP2 de manière correcte sur une longue période, bah, c'est difficile. Et forcément, lorsque les 2 ports de masque ont été, comparés, la manière dont supportait le masque, donc la manière dont la personne supportait ce masque était prise en compte et on sait que, par exemple, quand on écarte un masque FFP2 pour respirer, eh ben, on perd tout le bénéfice du masque FFP2 et il vaut mieux un masque à usage médical correctement porté. Donc, correctement porté, on ne place pas les mains, on ne le déplace pas, on ne le met pas sous le menton. Voilà, il vaut mieux un masque FFP2 qui soit bien porté qu'un masque non, il vaut mieux un masque à usage médical, pardon, bien porté, donc vraiment qu'on applique correctement, que l'on ne touche pas, qu'un masque FFP2 qu'on va avoir du mal à supporter et qu'on va déplacer. Voilà, donc c'est pour ça que les études épidémiologiques ne montraient pas de supériorité du masque FFP2. Et du coup, devant cette incertitude, il y a des auteurs qui recommandent de rationaliser l'usage des masques FFP2 en vraiment ciblant des situations, vraiment les situations les plus à risque. Privilégier un masque à usage médical, voilà, bien porté, plutôt qu'un masque à FFP2 et vraiment dans les cas les plus à risque, quand on n'a pas le choix. Voilà, donc ça, c'est l'avis de certains auteurs qui recommandent ça. Voilà. Alors après, on rentre, vraiment dans le vif du sujet, on va dire, hein, les recommandations, donc précautions complémentaires respiratoires. Mais qui dit précaution complémentaire respiratoire dit d'abord précaution standard. Et les précautions standards, elles doivent être toujours rigoureusement appliquées. Alors, donc là, on refait le lien avec donc les gestes barrières. Lavez-vous les mains régulièrement. Bon, ben voilà, ça fait le lien avec les précautions standards. Donc, on se désinfecte les mains par friction hydroalcoolique. Donc, on sait que les muqueuses, donc le nez, la bouche, mais aussi les yeux, sont une porte d'entrée des agents pathogènes transmissibles par voie respiratoire. Et il faut éviter de toucher les muqueuses avec des mains contaminées. Donc, vraiment, on se désinfecte les mains par friction hydroalcoolique et on éduque le patient à l'hygiène des mains et aussi les visiteurs. Donc, voilà, il faut éduquer tout le monde en expliquant l'intérêt, comment ça doit être réalisé. Voilà. Donc, il faut oublier personne. Et il n'y a pas que les soignants, donc il y a aussi les patients et les visiteurs. Alors, le port de gants, bah, là, c'est pareil, hein, il faut vraiment ne l'utiliser que dans les situations dans lesquelles ils sont indiqués. Donc, il y a pas, on ne met pas des gants parce qu'il y a une infection, on ne garde pas les gants dans le couloir, dans la salle de soins, non, voilà. Les lunettes de sécurité ou les masques à visière, donc là, bah, là c'est quand on a un risque d'exposition par projection ou aérosolisation d'un produit biologique. On protège sa tenue uniquement si on a un soin souillant, mouillant ou exposant à un risque de projection ou d'aérosolisation de produits biologiques. On fait un bio-nettoyage des surfaces et de l'environnement proche du patient et du matériel, particulièrement lorsque celui-ci est partagé. Donc, s'il y a du matériel qu'on est obligé de partager entre la personne qui est isolée et la personne qui n'est pas contaminée, là, vraiment, il faut bio-nettoyer, faire un bio-nettoyage rigoureux du matériel qui est partagé. Voilà, donc là, voilà, on fait le bio-nettoyage donc, des surfaces et de l'environnement proche du patient et vraiment du matériel. Si on peut, on met du matériel qui est dédié au patient, qui est soumis aux précautions complémentaires respiratoires. Et si on ne peut pas, bah, vraiment, là, on fait un bio-nettoyage soigneux
voilà, du matériel qui est partagé. Alors, on fait porter un masque à usage médical à toute personne qui présente des symptômes respiratoires qui sont supposés d'origine infectieuse. Donc, on devrait, de manière générale, dans la population, dans les établissements, voilà, faire porter un masque à usage médical dès que quelqu'un présente des symptômes respiratoires qui sont supposés d'origine infectieuse. Toutes les personnes, voilà, doivent mettre un masque à usage médical si elles ont des symptômes respiratoires. Et on n'oublie pas les personnes vaccinées pour les précautions standards et les précautions complémentaires parce qu'on sait que la vaccination diminue le risque de formes graves et c'est essentiel, mais ça ne protège pas totalement du risque d'acquisition et de transmission de l'infection. Voilà, donc on applique les précautions standards et complémentaires chez les personnes vaccinées. Alors, recommandations, donc vraiment précautions complémentaires respiratoires. Donc là, vraiment, c'est les recommandations, les précautions en elles-mêmes. En fait, on a la notion de prévention chez une personne qui a risque sévère d'infection respiratoire. Donc, que ce soit un professionnel ou que ce soit un patient, un résident, ou un professionnel qui a un risque sévère d'infection respiratoire, donc un professionnel qui est insuffisant respiratoire, un patient, un résident qui est immunodéprimé, donc ce sont des personnes qui sont très fragiles. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur recommander de porter un masque APR de type FFP2. Donc, pour le professionnel, s'il va rentrer dans la chambre d'un patient qui est atteint d'une infection pour lequel il est à risque de forme sévère, donc le soignant doit aller dans la chambre d'un patient qui présente une infection et ce soignant est à risque de forme sévère, on lui conseille de porter un masque APR de type FFP2. Pareil pour un patient résident immunodéprimé qui va circuler dans l'établissement. Il est immunodéprimé, il est à risque de faire une infection sévère, une infection respiratoire sévère. On lui conseille un masque FFP2. S'il ne le supporte pas, on lui conseillera plutôt un masque à usage médical. Voilà, donc vraiment la recommandation, c'est quand on a quelqu'un qui a risque d'infection respiratoire, s'il peut supporter un masque de type FFP2, lui qui est vraiment à risque d'infection sévère, on lui recommande de le porter. S'il ne le supporte pas, alors à ce moment-là, on passe à l'usage médical. Encore une fois, il vaut mieux un masque à usage médical bien porté qu'un masque un masque FFP2 qu'on n'est pas capable de garder ou de supporter. Alors ça, c'est très classique, on va dire, les précautions complémentaires respiratoires sur prescription médicale, tracées dans le dossier, une signalétique à la porte de la chambre, dans le dossier médical, donc on l'a dit. On informe le patient, on l'informe sur la mise en place des précautions, pourquoi on les a mises en place et qu'est-ce que ça veut dire, ces précautions complémentaires respiratoires. Pareil, donc pour les visiteurs et puis si le patient, le résident n'est pas capable de comprendre les mesures, on va l'expliquer à la famille ou à la personne de confiance. Donc vraiment, on explique ce que l'on fait, on justifie et on explique ce qu'on a mis en place. Et puis bien sûr, tout personnel nouvellement intégré dans un établissement doit recevoir une information sur les précautions complémentaires respiratoires. Alors, donc il y a 3 niveaux de précautions complémentaires respiratoires qui ont été, qui sont préconisés dans ce guide et donc il va falloir mettre en place face à tout patient ou résident suspect ou atteint d'infection à transmission respiratoire. Donc on a 3 niveaux. On a le niveau de précaution simple, niveau renforcé et le niveau maximal. Donc là, je vous ai mis, une extraction donc du tableau. Alors Laetitia, juste au niveau du temps, on est à 45 minutes d'accord. de présentation. Ouais, je me disais. Donc oui, non, mais merci, Alice, merci beaucoup. Donc du coup, je vous ai mis les recommandations. Dans les 3 niveaux de précaution, chambre individuelle avec porte fermée. Élément nouveau, donc dans les 3 niveaux de précaution, on demande aux patients de porter un masque à usage médical
dès qu'une personne entre dans sa chambre. Donc ça, c'est nouveau. Donc dans les 3 niveaux, voilà, le patient doit porter un masque à usage médical dès qu'une personne entre dans sa chambre. Donc ça, voilà. Et puis, pour résumer un peu, lorsque le patient sort de sa chambre, on va lui recommander un masque à usage médical dans les précautions complémentaires simples, alors qu'on va lui recommander un masque FFP2 dans les précautions complémentaires renforcées et maximales, s'il est capable, bien sûr, de le supporter. Idem pour les professionnels et visiteurs, précautions complémentaires simples, masque à usage médical, masque à FFP2 dans les précautions complémentaires renforcées et maximales. Donc, les professionnels et les visiteurs devront mettre ce type de masque avant l'entrée dans la chambre et qu'on retire, bien sûr, à la sortie de la chambre. Donc, nouveauté également, c'est la ventilation de la chambre. Donc, dans les précautions complémentaires renforcées, il faut un minimum de renouvellement de 6 volumeurs, voilà, sans recyclage ou une aération régulière. Donc, par l'ouverture des fenêtres. Et puis, dans les précautions complémentaires maximales, alors là, vraiment, on insiste sur la ventilation efficace. Donc, on parle du Mycobacterium tuberculosis XDR, par exemple. Donc, on a vraiment des conditions de ventilation qui sont on a le même niveau que les précautions complémentaires renforcées. Et en plus, on ajoute la chambre à pression négative ou, si on n'a pas de chambre à pression négative, une ventilation additionnelle, suppléante, type système mobile de traitement d'air. Voilà, donc chambre individuelle dans tous les cas. Hein, donc, chambre individuelle, porte fermée dans tous les cas. Élément nouveau, le patient, quand il y a quelqu'un qui rentre dans sa chambre, on lui demande de porter un masque à usage médical, bien sûr, si c'est compatible avec son âge et sa situation clinique. Hein. Voilà, donc dès que quelqu'un rentre dans sa chambre, on lui demande de porter un masque. Si le patient donc doit sortir de sa chambre, il doit mettre un masque à usage médical dans les précautions complémentaires simples et un masque FFP2 dans les précautions complémentaires renforcées et maximales. Et puis pareil, quand il y a un visiteur ou un professionnel avant l'entrée dans la chambre et on retire après la sortie de la chambre, on doit mettre un masque à usage médical dans les précautions complémentaires simples et un masque FFP2 dans les précautions complémentaires renforcées et maximales. Et donc, je vous rappelle donc les notions de ventilation pour les précautions complémentaires renforcées et maximales. Alors, nous, on se situe, donc on est dans le cas du pathogène A. Donc, si on a une ventilation qui est conforme, on voit qu'on a essentiellement des précautions complémentaires respiratoires simples, sauf en cas de procédure générant des aérosols, on est dans une exposition forte et on va avoir des précautions complémentaires respiratoires renforcées, c'est-à-dire donc masque FFP2. Et puis, en cas de ventilation non conforme, là, bon, on a simple et renforcé. Voilà. Donc, nous, on est dans les 2 cas. Là, je vous ai mis un tableau qui reprend les procédures générant des aérosols. Donc, ça, c'est vraiment un tableau qui est précieux, qu'on n'avait pas au moment du Covid. Donc, on a une liste qui est claire, sur laquelle on peut s'appuyer. Donc, vraiment, une liste précise. Donc, c'est très précieux. Ensuite, je vous ai mis, donc dans le guide, vous avez la durée de maintien des précautions complémentaires respiratoires. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'on peut lever ces précautions complémentaires respiratoires. Voilà. Donc, vous avez ça dans le guide, dans le diaporama. Alors, point important, période épidémique. Donc, il faut faire très attention donc, aux patients qui peuvent faire des formes cliniques sévères, donc nos patients hospitalisés, les résidents des ESMS, les personnes immunodéprimées, parce qu'en période épidémique, donc au sein d'un établissement, la grippe nosocomiale, c'est responsable de décès à l'hôpital. Quand on a des cas nosocomiaux d'infection AVRS, quand on se situe en pédiatrie, en néonatologie, si on a des cas, on a une épidémie au sein du service de pédiatrie de néonatologie avec les tout petits, c'est critique. Pareil, si on a des patients qui ont des pathologies cardiaques ou respiratoires. Et puis, voilà, donc il faut vraiment faire attention en période épidémique, il faut protéger
les patients aient vraiment bien respecté les précautions complémentaires respiratoires parce que les infections nosocomiales, donc chez les personnes avec des personnes fragiles, c'est source de décès. Alors, donc, en période d'épidémie communautaire de virus transmissibles par voie respiratoire, ce qui nous concerne, donc on va avoir un afflux dans nos établissements de patients et de résidents infectés qui seront symptomatiques ou pas. Donc, il faut anticiper, donc grâce, par exemple, on voit les données de Santé publique France, donc on voit arriver, monter donc les cas, on voit les épidémies. Donc, plusieurs mesures collectives à mettre en place. Donc, quand on a une période d'épidémie communautaire, donc comme actuellement avec des virus transmissibles par voie respiratoire, donc il est fortement recommandé de porter un masque à usage médical dès l'entrée dans les bâtiments dans lesquels circulent des patients. Donc, toute personne qui va rentrer dans un établissement de soins ou un ESMS, toute personne qui a plus de 6 ans, dès qu'elle rentre dans cet établissement, et puis les patients, les résidents hospitalisés, dès qu'ils sortent de leur chambre, tout le monde doit mettre un masque à usage médical, au moins un masque à usage médical. Donc, voilà, tout le monde porte le masque dès l'entrée dans le bâtiment et pour ceux qui sont hospitalisés, dès qu'ils sortent de leur chambre. Donc là, je vous ai mis des résultats qui montrent que quand il y avait un port de masque en continu par les personnels de soins d'un établissement, donc, eh bien, on avait une réduction de 50% de l'incidence des grippes nosocomiales et une réduction de 85% de la mortalité par grippe nosocomiale. Donc vraiment, voilà. Donc là, port continu du masque, vraiment, on voit qu'il y en a une chute de l'incidence des grippes nosocomiales et des décès. Donc là, je vous rappelle que donc on a l'instruction du 12 novembre 2025 concernant le port obligatoire du masque dans les ES et les ESMS pour la prévention des infections respiratoires aiguës. Donc là, c'est le chef d'établissement qui doit se positionner et qui doit instituer l'obligation du port du masque. Alors bien sûr, l'obligation du port du masque, elle va être adaptée aux différents publics. Quand on a des personnes en situation de handicap, des petits enfants, des patients qui ont des troubles comportementaux, si on voit qu'eux ne peuvent pas porter le masque, et ben c'est les personnes qui sont exposées qui vont le porter et on va faire une distanciation physique. Voilà, on ne peut pas mettre un masque à tout le monde. Donc, à ce moment-là, c'est les personnes qui sont à leur contact qui vont porter le masque. Alors là, c'est encore rappelé, hein, donc c'est un élément récurrent. Voilà, donc là encore, on recommande de privilégier une chambre individuelle pour tout patient hospitalisé parce que c'est très compliqué d'éviter une transmission dans une chambre double. Alors là, je vais passer vite, hein, puisqu'on est un peu en retard. Quand on a des cas groupés d'agents infectieux transmissibles par voie respiratoire, donc on peut instituer le port du masque donc, par tout le monde, hein, l'équipe soignante, les patients, les résidents. On va dépister tout le monde, les soignants et les patients. Et puis, on peut arriver jusqu'à l'éviction des lieux communs, par exemple les selfs, les salles de pause. Voilà. Donc, si on n'arrive pas à contrôler une épidémie et que vraiment voilà, on peut arriver jusqu'à une éviction des locaux communs. Et puis, je vous rappelle que dès que l'on a au moins 3 cas d'insuffisance respiratoire aiguë parmi les résidents d'un ESMS, dans un délai de 4 jours, on doit faire un signalement à l'ARS via le portail de signalement. Alors, mise en œuvre d'un regroupement dans un même secteur géographique, ça c'est le cohorting. Donc, on sépare géographiquement les personnes contaminées des personnes non infectées. Voilà. Et puis, si on ne peut pas faire cette séparation physique dans un même secteur géographique, donc si on ne peut pas déplacer par exemple les patients, si leur état ne le permet pas, à ce moment-là, on va plutôt faire une marche en avant. On va commencer le tour de soins par les patients ou les résidents non infectés et on terminera par les patients résidents infectés en appliquant bien sûr de façon rigoureuse les mesures de prévention.
Alors la jauge, je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut être amené à appliquer une jauge. En fait, c'est déterminer un nombre maximum de personnes dans un local et ce nombre maximal de personnes dans la pièce permet donc d'assurer une conformité de la ventilation. Je vous le disais, donc une salle de staff, au-delà de 6 personnes, on n'est plus conforme, la ventilation n'est plus conforme, on n'arrive plus à avoir un taux de CO2 assez bas. On dit voilà, au-delà de 6 personnes, on ne peut pas se réunir dans cette salle. Donc on met en ce qu'on appelle des jauges. L'encadrement des visites, bien sûr, c'est indispensable. On l'a vu pendant le Covid, les visites, c'est indispensable, mais les visiteurs peuvent peuvent être vecteurs d'agents respiratoires. Idem pour les petits-enfants, voilà, à qui on ne peut pas mettre un masque. Donc, il faut vraiment regarder ce qu'on peut faire, définir des conditions de visite, le nombre de visiteurs par jour, accueillir les visiteurs en leur expliquant voilà, que donc on est en période épidémique, donc c'est important de porter un masque. Voilà, donc il faut éduquer les patients, limiter les visites, bien sûr, quand on a des patients qui sont des visiteurs, on voit qu'ils ont des symptômes respiratoires. Donc, à moins d'avoir un patient qui est en fin de vie ou un enfant malade et qui a besoin de ses parents, sinon, on va éviter les visites donc par les gens infectés. Bien sûr, voilà. Donc, il faut encadrer les visites. Voilà. Donc, il faut vraiment voir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Donc là, bien sûr, là, c'est pareil. Donc, information sur les mesures d'hygiène respiratoire à prendre. Donc, il faut éduquer les gens, donc les patients, les visiteurs, et puis il faut leur mettre à disposition le matériel nécessaire. Donc, des masques, des mouchoirs, des solutions hydroalcooliques. Donc, il y a bien sûr les lieux de soins, il faut en mettre dans les lieux de soins, mais il y a aussi des zones qui sont essentielles, qui sont l'accueil, les zones d'orientation, les services d'urgence, les consultations. Voilà, donc il faut vraiment, dans tous les endroits où on a une promiscuité, il faut vraiment mettre à disposition le matériel nécessaire. Alors là, diagnostic virologique, donc vous lirez, mais effectivement, on fait un diagnostic virologique chez les personnes à risque de forme grave et qui nécessitent une hospitalisation. Par exemple, on fait les TROD, ça permet de voir si on a une infection bactérienne ou pas. Chez les professionnels de santé auprès de personnes à risque de forme grave. Donc, si on voit qu'ils ont un syndrome respiratoire aigu, on va faire le test. Et puis, en ESMS, quand on voit des signes d'infection, vite, on fait des tests pour voir si on a un phénomène épidémique débutant et pour mettre en place les mesures de prévention et de contrôle. Bon, bien sûr, le diaporama sera à votre disposition, hein. Donc là, c'était le premier diaporama donc sur les mesures, les précautions. Et après, je vais aller un peu plus vite donc sur un élément qui est pourtant essentiel, qui est la vaccination. Vraiment, je le répète et je le répéterai, la vaccination, c'est essentiel. Et la Covid-19, la grippe et les infections à VRS, ce sont des maladies à prévention vaccinale. Donc, il faut vraiment partir avec son bâton de pèlerin et aller voir les gens et les convaincre et discuter avec eux parce que ça permet vraiment, c'est le meilleur moyen de protection contre les formes graves de la maladie, donc contre l'hospitalisation, contre le décès. Vraiment, c'est un point essentiel. Donc, la vaccination contre la grippe, donc la grippe saisonnière, c'est une infection très contagieuse et attendez, je vais le mettre en. Je voudrais que vous le voyez bien. Voilà, donc la grippe saisonnière, c'est une pathologie qui est très contagieuse et elle peut être considérée comme une maladie peu dangereuse, ce qui est souvent le cas quand on a des gens jeunes et en parfaite santé, mais ça peut être très grave, ça peut être mortel chez les personnes fragiles. Donc, je le répète, les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, les patients atteints de maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes obèses, les nourrissons. Et donc, vraiment, chez eux, ça peut être très grave et mortel. Donc, il faut vraiment privilégier la vaccination. Voilà. Et l'épidémie de grippe, elle s'étale
jusqu'au mois de mars. Donc, on peut encore se faire vacciner, les gens peuvent encore se faire vacciner. Vraiment, il faut les convaincre. Et cette année, on a eu une augmentation de la demande de vaccination en Corse de plus de 20%. Donc, c'est sûrement suite à l'épisode critique de l'année dernière, de 2024-2025, puisque l'épidémie a été longue et sévère. Donc, on a 5 vaccins antigrippaux cette année. Donc, vraiment, ça permet de faire une personnalisation de la vaccination. Donc, cette année, tous les vaccins sont trivalents. Pourquoi? Parce qu'il y a une souche qui ne circule plus. C'est la souche Yamagata du virus de la grippe B. Ce sont des vaccins inactivés. Alors, on a 3 vaccins à dose standard, sans adjuvant. Vaxibgrippe, Influvac. Et puis, un vaccin, Flucelvax, pour les personnes qui seraient allergiques à la protéine d'œuf. Donc ça, c'est vraiment les vaccins standards, sans adjuvant, et un pour les gens qui sont allergiques à la protéine d'œuf. Et puis, on a 2 vaccins qui sont recommandés par la HAS pour les personnes de plus de 65 ans, donc le Fluad et les Fluelda. Donc le Fluad, il a une dose standard, c'est un vaccin à dose standard, mais il a un squalène qui est utilisé comme adjuvant, donc qui va augmenter le taux d'immunisation, parce qu'on sait que les personnes de plus de 65 ans, le système immunitaire est moins performant. Et puis, Efluelda, lui, c'est un vaccin à haute dose. Haute dose, il est composé de 4 fois plus d'antigènes de chaque souche par rapport au vaccin à dose standard. Voilà, donc ça, c'est 2 vaccins qui sont recommandés pour les personnes de plus de 65 ans. Donc en France, comme on n'a pas une vaccination généralisée, on recommande la vaccination également chez les personnes à risque, les personnes qui sont dans l'entourage des personnes à risque. Bien sûr, les personnes à risque et aussi l'entourage des personnes à risque, puisque ça permet de faire une immunité autour d'eux. Et bien sûr, la vaccination des soignants qui est essentielle. Donc là, je passe. Le SARS-CoV-2, il est toujours présent, même si là, le niveau est faible. C'est vrai qu'il y a une lassitude des patients et des soignants vis-à-vis de la vaccination anti-Covid. Mais pourtant, en 2024-2025, les données lors de l'hiver dernier montrent encore des décès dus à des infections sévères à SARS-CoV-2. C'est essentiellement chez les patients âgés, immunodéprimés, qui ont des comorbidités et qui ne sont pas vaccinés. Donc, il y a vraiment un intérêt persistant à la vaccination anti-Covid chez bien sûr toutes les personnes à risque, chez toutes les personnes à leur contact, et puis chez toutes les personnes qui souhaitent être vaccinées. Le vaccin est gratuit. Il y a un vaccin disponible sur le marché français qui est adapté aux variants circulants. Donc, la vaccination contre la Covid-19, elle est recommandée chaque année à l'automne pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes à risque de formes graves. Et on fait une dose supplémentaire, donc, au printemps, pour les personnes âgées de 80 ans et plus, les personnes immunodéprimées, les résidents d'EHPAD et du SLD, et on respecte un délai d'au moins 3 mois depuis la dernière dose ou depuis la dernière infection. Donc, la population générale et puis les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes à risque, c'est une injection. Et pour donc les catégories du bas, c'est 2 doses par an, une à l'automne, une au printemps, mais en respectant un intervalle de 3 mois depuis la dernière dose ou depuis la dernière infection. Donc, on a un traitement curatif, voilà, pour lequel il faut faire très attention aux interactions médicamenteuses qui sont très fréquentes. C'est nirmatrelvir et ritonavir. Voilà, et on peut faire une double vaccination Covid-19 et grippe. Voilà. Le VRS. Alors, le VRS, donc, ça provoque des infections respiratoires qui peuvent être donc graves chez les très jeunes enfants. C'est les bronchiolites du nourrisson dont on parle tous les hivers maintenant, et chez les personnes âgées. Voilà, donc augmentation des hospitalisations et des décès aussi chez les personnes âgées fragiles et les patients avec les maladies chroniques. Donc, ça concerne le VRS, les tout petits, ce qu'on connaît, la bronchiolite du nourrisson, mais ça peut être également très grave chez les personnes âgées et les personnes fragiles, en particulier ceux qui ont des maladies chroniques.
Alors, donc vraiment, ça touche beaucoup, beaucoup les tout petits puisque on montre qu'à l'âge de 2 ans, on a quand même 50 à 90 des nourrissons qui ont des anticorps dirigés contre le VRS, bon, en anglais RSV. Voilà, donc ce qui montre qu'une grande majorité des nourrissons rencontrent le VRS ou RSV avant l'âge de 2 ans. Donc là, c'est vraiment majeur. Et chaque année, on a quand même 2 à 3 des nourrissons de moins d'1 an qui sont hospitalisés pour bronchiolite. Donc vraiment, c'est majeur. Donc je passe. Alors là, il y a les précautions barrières, les mesures barrières spécifiques à l'enfant. Donc, il y a le slogan « La bronchiolite, je l'évite ». Voilà, donc ça, vous les lirez. Bien sûr, on évite de fumer à proximité des bébés. On évite de les amener dans les endroits publics confinés. Voilà, et on aère régulièrement son logement. Alors, pour protéger les tout-petits, il y a 2 possibilités. Soit on va vacciner la maman, et donc ça va favoriser la protection du nourrisson de sa naissance jusqu'à l'âge de 6 mois. Donc là, c'est tous les ans, on a une campagne de septembre à fin janvier, donc avec la vaccination de la femme enceinte quand elle est entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée. Et enfin, si elle est dans cette période-là, entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée, ou bien, si on n'a pas pu vacciner la maman pendant la grossesse, on va administrer un anticorps monoclonal au nouveau-né après sa naissance, lors de sa première saison de circulation du VRS. Donc, ça s'appelle le Beyfortus nirsevimab. Voilà. Et puis, on a aussi une indication chez les enfants jusqu'à l'âge de 24 mois qui sont vulnérables à une infection sévère due au VRS au cours de leur 2e saison de circulation. Donc, 2 possibilités pour protéger le bébé. La vaccination de la femme enceinte, voilà, donc entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée, voilà. Ou bien, si on n'a pas pu vacciner la maman, eh ben, on va injecter des anticorps monoclonaux au nouveau-né après sa naissance. Donc ça, OK. Bon, on a vu, c'est très récent, hein, ces protocoles, mais on a vu lors de l'hiver dernier que ça avait une grande efficacité. Donc là, voilà, chez les personnes âgées, donc l'infection à VRS, ça peut vraiment être très grave. Ils peuvent, donc avoir une pneumonie qui peut se compliquer d'une surinfection bactérienne et ou ça peut exacerber leur maladie chronique respiratoire ou cardiaque sous-jacente. Donc c'est, vraiment grave chez l'adulte, hein. Il n'y a pas que le bébé, il y a aussi les patients, immunodéprimés, les patients âgés, les patients qui ont une maladie chronique, cardiaque ou pulmonaire. Donc eux aussi, c'est vraiment, ça peut conduire une infection à VRS chez ces personnes-là. On peut avoir des séquelles cardiovasculaires et respiratoires à long terme et on peut aussi avoir un impact substantiel sur leur qualité de vie et sur leur autonomie. C'est des gens qui peuvent décompenser à la suite de ces infections. Alors, il y a 3 vaccins qui ont été approuvés donc contre le VRS par la FDA, donc aux États-Unis et l'Agence européenne, le EMA. On en a 2 qui sont actuellement disponibles sur le marché français. Donc, on a Arexvy et Abrysvo. Donc, ce sont deux vaccins qui sont produits par technologie ADN recombinant. Voilà, et Arexvy contient un adjuvant. Et puis mRESVIA, qui est un vaccin à base d'ARN messager, mais qui pour l'instant n'est pas disponible en France. Alors, les vaccins, ces vaccins sont recommandés donc, chez les patients de plus de 65 ans avec une pathologie respiratoire chronique ou une pathologie cardiaque chronique qui pourrait donc décompenser et chez tous les patients de plus de 75 ans, enfin de 75 ans et plus. Voilà, donc les vaccins contre le VRS sont recommandés donc chez tous les patients au-delà de 65 ans, de 65 ans et de plus de 65 ans qui ont des pathologies chroniques respiratoires ou cardiaques et on recommande ce vaccin chez tous les patients de 75 ans ou plus. Alors, Abrysvo, il a l'AMM donc dans les 2 indications, mais il n'est remboursé que chez la femme enceinte, entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée. Et l'Arexvy n'est pas du tout remboursé.
Et pour chaque vaccin, c'est à peu près 200 €. Donc, on a une injection et pour l'instant, la HAS ne se prononce pas s'il y a une pertinence et une nécessité d'une revaccination. Donc il y a des essais qui ont été réalisés et qui ont vraiment montré une efficacité de ces vaccins, hein, puisque les 3 vaccins ont montré une efficacité de protection vis-à-vis des infections respiratoires basses de plus de 80 et donc ça, c'était les études dans les dossiers, les phases 3. Et puis on a eu aussi 2 études post-commercialisation en vie réelle qui montrent qu'une dose de vaccin contre le VRS chez les personnes de 60 ans et plus, donc on a, donc dans une étude, danoise, on a une réduction donc, des hospitalisations, donc une réduction de 83 dans l'étude danoise et 58 dans l'étude, américaine. Donc vraiment, on a une très bonne efficacité en vie réelle sur la prévention des hospitalisations. Bon, ils disent qu'il y a quand même une réflexion à avoir sur l'intérêt d'une revaccination et à quel moment. Donc ça, c'est pas encore tranché. Alors pour la pharmacovigilance, donc on voit qu'il y a une bonne tolérance, mais chez la femme enceinte quand même, on va avoir besoin de plus d'éléments parce que, on voit qu'il y a quand même un nombre important de troubles du travail avec des menaces et des accouchements prématurés, des contractions utérines. Donc pour l'instant, on n'a pas assez de données de pharmacovigilance pour tirer des conclusions et donc vraiment, on a besoin d'avoir plus de recul. Mais bon, ça ne remet pas en cause la vaccination, hein, chez la femme enceinte. Et puis aussi aux États-Unis, dans l'étude de post-commercialisation américaine, on a vu, on pourrait suggérer un surrisque de syndrome de Guillain-Barré avec les vaccins Abrysvo et Arexvy. Mais là encore, on a besoin de plus de données en vie réelle pour avoir, donc un recul. Et on peut, vraiment administrer les 3 vaccins, un co-administration possible avec les vaccins contre la grippe et le SARS-CoV-2 et le VRS. Voilà. Bah, écoutez, je suis désolée, hein, j'ai parlé, c'était un peu long. Le sujet était vaste. Voilà, donc bah, écoutez, là, je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Allô, allô? Alors, n'oubliez pas de réactiver vos micros si jamais vous avez des questions et n'hésitez pas surtout, hein, si vous avez des questions ou à faire des retours par rapport à cette formation. On sera heureux d'entendre un petit peu Oui, vos vos retours. retours et vos échanges. Exactement. Est-ce que tu vois des petites mains levées, Alice? Non, j'ai pas de main levée, j'ai pas de questions au niveau des conversations non plus. Je les ai tous endormis, tu penses? Tous endormis. Je sais pas. J'espère pas quand même. Premier webinaire. Bon, n'hésitez pas à faire des commentaires au moins. N'hésitez pas à faire des commentaires. Voilà, c'est peut-être trop long, c'est peut-être trop long, c'est peut-être trop détaillé, c'est peut-être détaillé. Alors, si on a des réponses par écrit, parce que peut-être que certains ne peuvent pas faire des écrans. Donc, c'était très intéressant. Tu es remerciée, Laetitia. Ah ben merci beaucoup Ça, à c'est vous. Amélie qui Ah merci Amélie, de merci. l'hôpital privé Sud de Corse. Oui, merci Amélie. On a 2 autres personnes en train d'écrire. Tout était très clair. La partie vaccination était très pertinente. Merci beaucoup. Donc, Ah ça, bah, c'est merci à vous. Briganti Alexia qui écrit. Merci. Merci Alexia. On rappelle effectivement que le support de formation sera mis en ligne également au niveau de nos ressources sur le site. J'ai enregistré aussi, je suis toujours en train d'enregistrer la visio, donc on la mettra également en ligne pour Très que bien. si jamais vous souhaitez la partager, n'hésitez pas. En replay, parfait. Merci pour les explications. On te dit très intéressant, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup.
A priori, pas de questions. Bon. Écoutez, de toute façon, vous avez nos coordonnées. De toute façon, vous avez nos coordonnées. Voilà. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, il y a encore 2 personnes en train d'écrire. Et puis, je pense qu'il y en a qui sont en train de quitter. Mais effectivement, s'il n'y a pas plus de questions, on va pouvoir clôturer la session. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Effectivement, il y a des personnes qui quittent la formation. Mais écoutez, on va peut-être clôturer là. Laetitia, je te laisse le mot de Écoutez, la merci fin. beaucoup pour avoir Beaucoup participé, pour votre présence. Je vous rappelle qu'on est là pour vous, pour vous appuyer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous demander, par exemple, de venir sur site, venir vous rencontrer, former vos équipes. Voilà. N'hésitez pas, on est vraiment là pour vous. Poser des questions, demander des formations en ligne, des formations sur site. Voilà, on est à votre disposition. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Et puis, c'est aussi, je suis désolée, j'ai oublié de vous souhaiter, de vous présenter mes meilleurs vœux. Donc, Padje Salud et voilà, bonne année à tous et à bientôt. Au revoir. Ouais, du coup, il y a au niveau de la conversation, si tu veux suivre un petit peu les gens qui te remercient, je te souhaite des bons vœux et effectivement à très bientôt. Bon. Du coup, je te laisse couper, Alice. Ouais, je vais arrêter l'enregistrement et je vais couper. Ouais. Ok, super. Ok. Merci.